Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire qui a pour objet l'engagement des collaborateurs. D'abord, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez. Si vous pouviez me répondre sur le chat qui est à votre droite pour me dire que vous m'entendez, ce serait top. J'attends les réponses pour pouvoir démarrer. Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre pour savoir si vous m'entendez? Parfait, on vous entend. Génial, merci beaucoup. Merci à Karine, Ludivine, Martine, etc. Merci à vous de votre retour. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, ce webinaire qui a donc pour sujet l'engagement des collaborateurs. Tout d'abord, je me présente. Je suis Rabia Ider, responsable marketing de Talentia, et je suis accompagnée par notre expert RH, Thierry Jourdan, à qui je laisserai la parole tout à l'heure. Donc, le sujet attirer, fidéliser les talents pour transformer l'entreprise sont les défis quotidiens des services RH, mais plus que cela, l'enjeu majeur pour booster le développement de l'entreprise et développer une culture de l'innovation, de la créativité, du changement permanent et de l'amélioration continue est de favoriser l'engagement, voire de réengager les collaborateurs. Cet enjeu, il est d'autant plus challengé dans le contexte qu'on a vécu tous ensemble, le confinement et sa conséquence collatérale qui est l'éloignement physique des collaborateurs, de l'entreprise et de son management. Aujourd'hui, nous souhaitons dans ce webinaire partager avec vous un constat, des préoccupations, des actions et des chiffres sur ce sujet sensible. Et si je peux me permettre, prendre une expression qui est très à la mode, que le monde d'avant ne soit pas le monde d'après. Sur les questions pratiques concernant les questions que vous allez pouvoir poser lors de ce webinaire, je vous propose de les poser dans le chat au fil de l'eau qu'elles vous viennent et Thierry y répondra à la fin du webinaire. On a 30 minutes de webinaire avec une dizaine et plus 10 à 15 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à l'issue du webinaire de noter la présentation, de vous abonner à notre chaîne pour découvrir nos autres webinaires et webinaires finance ou RH. Et maintenant, je vais laisser la parole à notre expert Thierry, qui est juste à côté de moi. Donc, je lui laisse la parole. Donc, bonjour à tous et bonjour de votre participation. Donc, la demi-heure, elle va se décomposer dans un sommaire assez simple. On va parler un peu de cette alchimie complexe qu'est l'engagement des collaborateurs. Donc, je ne vais pas en parler sur le sommaire, parce qu'il y a quelques slides derrière. Après, on va se poser la question, est-ce qu'on sait bien mesurer cet engagement? Est-ce qu'on sait, quand on parle d'une manière générale de capital humain, est-ce que le capital humain retrace bien le niveau d'engagement des collaborateurs? Après, on prend un troisième point, c'est OK, engagement, mais de quoi parle-t-on, quoi? Donc, et de quoi parle-t-on et surtout comment le développer? Et puis, rapidement, on présentera quand même Talentia à la fin pour savoir qui a essayé de vous passionner par ce débat. Donc, engagement collaborateur, une alchimie complexe. Alors déjà, pourquoi tout le monde en parle? Parce que tout le monde en parle, c'est un vrai sujet. Quand on parlait de RH, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, le gros sujet, c'était il fallait attirer les talents. Voilà, pour développer son entreprise, pour transformer son entreprise, pour gérer son entreprise, il fallait attirer les meilleurs. D'où la notion de talent. Après, dans cette attractivité des meilleurs, on oublie de temps en temps qu'une entreprise, c'est pas que des talents, c'est également un socle de base qui font vivre l'entreprise. Puis après, on est passé en disant ah non, faut attirer c'est bien, mais ce qui est mieux, ça serait de fidéliser les talents, de fidéliser les collaborateurs, de fidéliser les compétences rares, enfin, de fidéliser les gens qui font tourner la boutique, quoi. Très bien. Et là, on s'est aperçu que fidéliser c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est quand on essaye de libérer les énergies, quand on essaye que le collaborateur donne le meilleur de lui-même. Pas dans un rapport top-down, mais dans un rapport dans un rapport équitable. Et là, on touche un peu à la notion d'engagement. Pourquoi un collaborateur serait plus engagé qu'un autre? Sachant qu'il faut différencier la motivation et l'engagement, mais c'est un autre débat. Et les constats qu'on fait,
Alors, on le fait en France, mais pour une fois, c'est pas une spécificité française, hein, c'est pas une particularité française. C'est un vrai problème qu'on trouve un peu dans tous les pays, on va dire, plutôt développés. Ben, ce niveau d'engagement, ben, il est assez faible. Là, l'enquête que je vous montre, c'est une enquête Gallup, mais globalement, on estime qu'il y a 11% des salariés qui sont réellement engagés. C'est-à-dire qui vont engager, si je prends un mot, qui vont peut-être au-delà d'une simple exécution de tâches répétitives. Par contre, ce qui est plus dramatique, c'est qu'il y a 61% qui se disent désengagés. Et puis, il y en a 28% qui sont complètement désengagés. Donc, en clair, qui se cachent, qui prennent des postures, qui se protègent, mais n'empêche qu'ils sont désengagés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas leur job, mais ils font que leur job. Ils exécutent. Et c'est pas dans une simple exécution que l'entreprise, elle peut tout d'un coup se transformer ou exploser par rapport, je sais pas, à son environnement concurrentiel ou son écosystème. Ça, c'est les chiffres France. Je sais pas si je vais vous rassurer en vous parlant des chiffres Europe, mais voilà. En tout cas, c'est une problématique de tous les pays développés. Puisque si on prend une moyenne européenne, d'activement désengagés, c'est 15%. OK, c'est moins que 28, mais c'est quand même 15%. De désengagés, c'est quand même 55%. Oh, OK, c'est plus faible que 61, mais on est quand même dans les mêmes eaux. Et d'engagés, bon, bah, c'est un peu plus, c'est 30%. Donc, c'est une vraie problématique. Donc après, on se dit, OK, très bien, mais c'est une vraie problématique qu'on voit dans les revues, qu'on voit dans les réseaux sociaux, qu'on voit dans les chats, qu'on voit dans la presse, ce genre de choses. Mais est-ce qu'il y a une conscience de tout ça au niveau de l'entreprise? Très bien. Allons voir ce que pensent nos DRH. Ben, c'est effectivement, quand on parle d'enjeux RH ou d'objectifs des directeurs des ressources humaines ou des directions des ressources humaines qui quand même portent ce sujet-là, dans le top 3, le premier, c'est quand même renforcer l'engagement des collaborateurs. Donc, OK, c'est parce qu'il y a une vraie prise de conscience. C'est pas juste des stats, c'est pas juste des rapports. Et après, on retrouve des choses plus classiques, améliorer la performance globale de l'organisation, favoriser l'attractivité de l'entreprise, ce genre de choses. Et en un, et largement, c'est quand même renforcer l'engagement. OK, donc on peut être rassuré. Il y a un vrai problème de fond, il y a une prise de conscience dans l'entreprise, c'est déjà un bon début. Alors, là où on touche un peu, c'est pour ça que j'ai pris le terme alchimie complexe, parce que c'est quoi l'engagement des collaborateurs? C'est comment on peut le favoriser? C'est quoi tout ça? Certains vous feront réducteur en disant bah, on va mettre un baby-foot au niveau de la machine à café, super, on va améliorer le bien-être et les collaborateurs vont se sentir mieux. Ouais, enfin, faites ce que vous voulez, hein, mettez un baby-foot si vous voulez pour faire start-up, mais je suis pas sûr que ça soit la bonne pratique. Parce que l'engagement, c'est toute une alchimie. Et c'est ça qui fait un peu sa complexité. L'alchimie, alors, c'est pas dans l'ordre, je vais vous le dire, pas dans l'ordre, elle repose sur comment je mets le collaborateur dans un environnement de travail où il va se dire waouh, je suis bien dans cet environnement, j'ai envie de donner plus. Comment on va définir sa mission et en lui donnant du sens. Voilà. Souvent, vous verrez tout à l'heure dans l'engagement, c'est ce que réclament les jeunes, mais pas que les jeunes, tout le monde. Moi, je vais vous dire, j'ai 59 ans et je veux qu'on me donne du sens à mon job. Voilà. Malgré mon âge, je suis pas un jeune des générations X, Y, Z. Donc, voilà. Donc, engager le collaborateur, il faut que de plus en plus, le collaborateur ait du sens à son travail. Donc là, il y a un rapport à sa mission. Et le dernier rapport, c'est effectivement la culture d'entreprise. Voilà. Donc là, on peut parler de différentes choses, mais la culture d'entreprise est essentielle. Et se sentir, il y a tout le développement de la responsabilité sociétale de l'entreprise, effectivement, qui peut replacer l'entreprise dans la société, ce qui donne une perspective de pas travailler à la chaîne, à l'arrache, dans un environnement déconnecté de la réalité. Donc, et l'engagement des collaborateurs, ben c'est le résultat de tout ça. C'est une alchimie qui se prend ou qui prend pas dans tout ça. Donc, c'est un peu touchy. Après, l'engagement collaborateur,
On pourrait se dire, c'est quoi? Souvent, on a parlé, par exemple, de la marque employeur. La marque employeur est essentielle pour attirer les talents. Oui, mais bon, une fois que vous l'attirez, une fois que vous l'avez chez vous, qu'est-ce qui vous garantit que ce que vous avez perçu lors de son recrutement sera réellement réalisé? Donc, le collaborateur, l'engagement, c'est pas ponctuel. C'est pas quelque chose à un moment. C'est pas au niveau, au moment du recrutement. C'est pas au niveau de son évaluation. C'est le collaborateur, il doit être engagé et on doit travailler sur cet engagement dans toute la vie du collaborateur au sein de l'entreprise, dès la prise de contact. Parce que c'est là où la graine va être créée, dans sa phase de recrutement, souvent dans sa phase d'intégration. Parce que c'est là où le collaborateur qui rentre va découvrir la réalité, on va dire, de l'entreprise. Quelque part, dans la phase de recrutement, il y a un numéro de séduction. Voilà. Une fois qu'on est tombé sur le bon candidat, effectivement, vu des fois dans certains métiers, la rareté, on va dire, des talents, il y a un numéro de séduction. On présente l'entreprise sur son plus beau jour et le collaborateur se représente sur son plus beau jour. Donc, hop, la phase 1, c'est souvent la phase d'intégration, où là, chacun, les deux parties, on va dire, d'une manière plus ou moins équitable, découvrent la réalité. Et c'est là où des fois, ça peut casser l'ambiance. Donc, cette phase d'intégration, elle est clé dans cet engagement. Mais ça s'arrête quand même pas là. L'engagement, c'est comme un sport d'endurance, ou c'est comme un sport tout court. Si vous vous entraînez pas régulièrement, ça s'étiole. Alors, une fois qu'on a posé ce cadre-là, question délicate, question très délicate. Comment on mesure tout ça? Alors là, forcément, on est dans un webinaire, donc de temps en temps, il faut un peu provoquer pour faire passer son message. Je ne parle plus d'engagement. Aujourd'hui, tout le monde, on parle de gestion des talents, gestion des ressources humaines ou gestion du capital humain. Vous mettez le terme marketing que vous voulez derrière. Et n'empêche qu'aujourd'hui, concrètement, votre capital humain. Moi, j'aime bien cette notion de capital humain parce que dans le monde dans lequel on vit, alors à juste titre, c'est pas un jugement de valeur que je vais donner. On donne beaucoup de valeur financière à l'entreprise. Donc, on parle de capital tout court. De mon point de vue, on néglige le capital humain. La preuve, comment on le mesure? Par des indicateurs très traditionnels, qui sont pas forcément les mieux placés pour mesurer, qui mesurent plus, d'ailleurs, ces indicateurs, une quantité de capital humain et pas une qualité du capital humain. Et notamment dans l'éternelle recherche de l'innovation, de la créativité et de la transformation. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, quand on reprend les bilans des entreprises, le capital humain, il est représenté dans un bilan à travers quoi? Alors, il est déjà dans une boîte d'actifs incorporels, le fameux goodwill. Et quand on creuse un peu, ce capital, il est mesuré en termes de charges de personnel, d'impôts et taxes sur salaire, de dotation salariale, c'est-à-dire le matériel qu'on fournit, de provision d'indemnité à la retraite. Voilà. Et les indicateurs qu'on va employer, c'est plus des indicateurs de rentabilité, d'efficacité, de type masse salariale sur chiffre d'affaires, masse salariale sur valeur ajoutée, dépenses formation versus chiffre d'affaires ou masse salariale, ce genre de choses. Tout ça, certes, c'est important. S'il y a des directeurs administratifs financiers, je veux pas les choquer, c'est important. Ouais, mais ça ne mesure pas la qualité de votre capital humain. Et encore moins l'engagement de vos collaborateurs. Donc, du coup, il s'agirait de plutôt trouver des critères d'identification de cette qualité. Voilà. Moins quantitatif, plus qualitatif. Alors, bien sûr, c'est pas évident. C'est moins binaire, c'est moins des chiffres. Et puis, sans doute qu'il va falloir déployer, aller rechercher l'information. Mieux connaître son collaborateur. Pas en masse, pas en groupe, pas en ETP, mais mieux connaître. Donc, mieux mesurer ses compétences, aussi bien son savoir-faire au sein de l'entreprise que son savoir-faire non utilisé par l'entreprise.
parce que des fois, on embauche des collaborateurs pour certaines activités. Du coup, il est reconnu qu'à travers ces activités, alors que peut-être qu'il a un potentiel autre que celui-là. Mais passé à la phase de recrutement, on l'a oublié. Et d'ailleurs, c'est frustrant pour le collaborateur, parce qu'il a l'impression d'être utilisé ad vitam aeternam par le petit bout de la lorgnette. Donc, quand on dit frustration, c'est la porte ouverte au désengagement. Il fait bien son job, mais il a envie d'en faire plus. Et comme on ne le met pas en situation d'en faire plus, il ne le fait pas. Pourquoi on ne le met pas en situation d'en faire plus? Parce qu'on ne le sait pas. Un peu le cercle, pas le bon cercle en tout cas, pas vertueux. Et également, mesurer ses compétences. De plus en plus, on parle de soft skills, c'est-à-dire la capacité d'une personne à s'adapter, à créer de l'empathie, à embarquer d'autres collaborateurs, ce genre de choses, qui deviennent aussi importants que le savoir-faire. Ben, ça aussi, on le mesure mal. Pourtant, ben, c'est valorisant pour un collaborateur. Et un autre critère également de mesure, c'est l'employabilité. Voilà. Ça résume un peu tout ce que j'ai dit avant. Un collaborateur, on devrait plus le mesurer à travers son employabilité, c'est-à-dire sa capacité à aller au-delà du job et de l'activité qu'on lui donne pour accompagner et faire feu de tout bois. En tout cas, briller et faire donc briller son entreprise. Et ça, tous ces indicateurs qui sont moins quantitatifs, qui sont plus qualitatifs, qui imposent effectivement de déployer des pratiques RH et d'outiller ces pratiques RH, c'est un peu plus complexe. Et si on ne le fait pas, on va être très loin d'être en capacité de déployer et de prouver aux collaborateurs qu'on le connaît, qu'on est capable de le suivre, qu'on est capable de le développer dans un contrat social équitable. OK. Maintenant, tout ça, c'est bien beau, mais comment on développe? Enfin, comment on développe? Comment, si j'étais directeur des ressources humaines ou appartenant à une direction des ressources humaines, comment, effectivement, je peux, je sais pas comment dire, mais utiliser tout le potentiel de mes collaborateurs pour qu'ils y trouvent leur compte et que indirectement, l'entreprise y trouve son compte. Enfin, directement, que l'entreprise y trouve son compte. Alors, on retrouve ces grandes lignes. OK. Souvent, on dit, ben, mettons les collaborateurs en situation, dans un environnement de travail positif, dans un environnement de travail, j'allais dire confortable, je n'aime pas ce terme-là, mais dans un environnement de travail qui favorise le collaborateur qui veut aller au-delà de ses tâches. Ça peut passer également, enfin, quand on interroge, je veux dire, ça c'est le cabinet Marquès qui nous a fait cette étude-là, quand on l'interroge sur déjà débarrassons le collaborateur de tout ce qui est tâches, on va dire administratives, mais il n'y a pas que ça, toutes les tâches sans valeur ajoutée. Donc, facilitons, simplifions le quotidien des collaborateurs. Laissons sa créativité, effectivement, s'étoffer, et sans l'engluer dans des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée. C'est également améliorer son expérience collaborateur. C'est un terme très à la mode, hein, je vous conçois, on met expérience collaborateur, expérience utilisateur, expérience client, c'est le terme très à la mode, mais c'est important, c'est important, ça revient au quotidien, etc. Mais c'est un vrai sujet à creuser. Et puis après, il y a d'autres points, faciliter la recherche d'informations, accompagner les évolutions, ce genre de choses. Donc, il y a des pistes. Mais voilà, la principale piste, c'est cette expérience collaborateur. Elle est importante et capitale. Parce qu'un collaborateur qui a l'impression de vivre une expérience dans son entreprise qui n'est pas la bonne, OK, il reçoit une rémunération, très bien, donc il va faire son taf, mais pas plus. C'est la fameuse pyramide de Maslow. Voilà, pour avant d'être au sommet de la pyramide, globalement, voilà, faut travailler son expérience. Et ça, quand on reprend cette étude, c'est le critère numéro 1. Et ça passe par un principe, alors qui n'est pas le principe, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais c'est un principe qui existe depuis un certain temps, hein, que on va dire des gourous RH véhiculent, mais qui paraît une évidence quand on va l'exprimer, mais qui des fois certaines évidences on passe à côté. C'est la fameuse symétrie des attentions. Qui est un peu un paradoxe, parce que souvent, on va demander à nos collaborateurs d'être focusés sur le client, de travailler, pour prendre le terme, l'expérience client, d'apporter une agilité auprès des clients, de développer la créativité auprès des clients, etc., etc. Donc,
on essaye de porter beaucoup d'attention aux clients. Des solutions concrètes. Voilà. Donc, on va demander au R&D de penser client avant de penser contraintes techniques. Voilà. Une voiture, maintenant, elle est créée par les designers et puis après, elle est reprise en main par des ingénieurs. Et on peut faire cette image à toutes les activités. Ouais, mais le principe de la symétrie des intentions, c'est et pourquoi un collaborateur, tout d'un coup, il penserait focus client? Qu'est-ce qui le pousserait à être centré client? Lui, qu'est-ce qu'il vit à l'interne? Le meilleur exemple, c'est la transformation digitale. Toutes les entreprises poussées par l'ubérisation, enfin les startups qui ne sont plus des startups vu leur valorisation boursière entre autres. Je veux dire, Uber a complètement disrupté les taxis, Airbnb a complètement disrupté les hôtels, etc., etc. Il pourrait démultiplier ça. Et on pourrait toujours se demander pourquoi. Et pourquoi G7 n'a pas fait l'application Uber? Ils étaient le mieux placés. Parce que, voilà, leurs collaborateurs internes, les gens qui réfléchissaient au modèle, je sais pas, économique, au modèle de liaison avec leurs clients, peut-être qu'ils étaient dans un mood interne, on leur faisait vivre une expérience collaborateur en interne qui les a empêchés de se projeter sur autre chose. Donc, la symétrie des intentions, c'est ce principe-là. Faites vivre à votre collaborateur une expérience qui leur permettront d'imaginer l'expérience client. Vous leur donnez à disposition des outils RH, dématérialisés, digitalisés, dématérialisés, simples d'usage, accessibles par smartphone, etc. Spontanément, je peux vous assurer qu'ils vont inventer la même chose pour leurs clients. Symétrie des attentions. Je fais attention à mes collaborateurs, vos collaborateurs feront attention aux clients. Et en plus, ça sera les collaborateurs qui seront bien dans leur peau, bien dans leur environnement et donc qui iront au-delà de leur activité. Bon, après, comme je suppose que dans l'assistance, il y a beaucoup de DRH, j'ai repris ce schéma parce que après, on peut se demander qui s'occupe des RH. Mais bon, dans la symétrie des attentions, elle peut être multiple. Mais bon, c'était pour faire un clin d'œil. Après, si on continue, ok. Alors, si vous voulez favoriser l'expérience collaborateur, il va falloir mieux les connaître. On l'a vu tout à l'heure, on mesure souvent l'engagement, le capital humain, mais à travers des chiffres. Ouais. Le salaire d'une personne ne révèle pas forcément son niveau de compétence, son niveau d'engagement, ses attentes, etc. C'est trop réducteur. Quand je compte les ETP dans une équipe, ok, je gère peut-être la masse salariale, mais je gère en aucune manière ce que je dois faire passer comme message à mes équipes. Et si je compte uniquement que sur le manager, je suis pas sûr que tous les bons messages passent. Et en fonction de la culture managériale du manager, je suis pas sûr que tout le monde va le mettre le collaborateur en situation de. Donc, la première composante, faut mieux connaître son collaborateur. Et ça, c'est un enjeu majeur. C'est ce que nous disent les décideurs RH, 58%. Si je veux être plus personnalisé vis-à-vis de mon collaborateur, plus contextualisé, et ça devient clé, il faut que je connaisse plus les collaborateurs. Il faut que j'ai plus de data, parce qu'au bout d'un moment, tout revient à la connaissance, donc on résume à travers des data, pour pousser des actions personnalisées. Et c'est là où la RH se transforme, puisqu'on passe d'une RH peut-être, alors ne le prenez pas mal, mais une RH qui est souvent on va dire administrative, parce que la RH gère également des contraintes administratives, et souvent c'est très chronophage, ces contraintes administratives. Et dans cette période du Covid, ça a été très chronophage. Ouais. Et si on veut déployer, donc il faut qu'on sorte de cette contrainte administrative pour réellement développer une approche qu'on appelle de marketing RH. Et marketing RH, c'est ni plus ni moins que ce qu'on fait à nos clients. Avant, on faisait des pubs généralistes, on s'adressait à tous les clients de la même manière, et en disant que dans le nombre, il y a bien des trucs qui tomberaient. Et puis après, de plus en plus, notamment avec les outils de CRM, qui ont permis de mieux connaître ses clients, on fait des actions beaucoup plus ciblées, beaucoup plus individualisées. Et auprès des collaborateurs, même chose, faut qu'on ait une approche de marketing RH
et si on parle d'outillage, c'est pas le but, mais si on parle d'outillage, c'est pour ça qu'on passe de plus en plus de portail RH, de self-service RH, des années 2000 ou des années 2000-2010, à ce qu'on appelle des systèmes Employee Relationship Management, comme le CRM, Customer Relationship Management System, et Employee Relationship Management System. Vous avez les bonnes données que vous avez récoltées à droite et à gauche, vous pouvez vous cibler vos actions RH. Si vous ciblez vos actions RH, tout d'un coup, la relation avec le collaborateur, elle semble personnalisée. Le collaborateur se sent valorisé. Il a l'impression de dire, on s'adresse à moi personnellement. Vous voyez le niveau d'interaction. D'où l'importance de faire du marketing RH sur la base d'une meilleure connaissance. Après, il n'y a pas que le seul responsable, je dirais, c'est pas que le RH. Les RH, ils sont là pour impulser. Ils sont là pour donner des outils. Et quand je dis par l'outil, c'est pas que l'outil informatique, des outils. C'est pour pousser des bonnes pratiques. Mais il y a tout un cadre. Voilà. Souvent, dans l'engagement, on dit, ouais, j'ai un problème d'engagement des collaborateurs. Comment je fais? Bon, on va changer le salarié. Alors, j'ai pas dit changer les salariés, qui serait un peu drastique. Non, on va changer le salarié. On va le former, etc., etc. Ah oui, mais comme le salarié, on le voit comme un centre de coût, souvent, et que ce centre de coût, pour gérer la masse salariale, on déploie des évaluations de performance avec des objectifs annuels, revus une fois par an, qui sont perçus souvent par le collaborateur comme une obligation, enfin, et le manager d'ailleurs, comme une obligation plutôt administrative qu'un véritable acte de gestion ou acte d'engagement. On reste dans un système, on va dire, comme on les contrôle. Je te fixe des objectifs, je te les check, je te rémunère en conséquence. Voilà. Je suis pas sûr que dans ce cadre-là, tout le monde donne le meilleur de lui-même. C'est bon pour les apparences, si je suis un peu provocateur. Je suis pas sûr que ça crée une vraie dynamique. Et c'est là où il faut changer la donne. Il faut renverser la table. Il faut disrupter le truc. Je dis, il faut pas changer le salarié. Le salarié, il se changera tout seul si on change son environnement. Si on passe à un système pas de centre de coût, mais qu'on dit aux collaborateurs, surtout dans les sociétés en France, où on a malheureusement de moins en moins d'industrie et de plus en plus de sociétés de services, donc où l'individu devient très important, il faut lui dire que, mon gars, t'es le centre de la création de valeur. Donc, il faut qu'on mette en place une ambiance, une dynamique de créativité, une dynamique d'innovation. Et l'innovation, on a besoin de toi. L'innovation, c'est pas du top-down. L'innovation, ceux qui sont le plus à même de le faire, c'est les gens du terrain. Et l'innovation, c'est pas forcément la technologie, c'est pas forcément de passer la technologie ultime. L'innovation, elle est partout. Dans les pratiques du quotidien, il y a de l'innovation. L'innovation, c'est juste faire différemment les choses, penser différemment. Et c'est que les gens du terrain, les gens qui savent, qui vont vous l'apporter. Et il faut créer cette dynamique-là. Donc, il faut changer l'environnement, le cadre de travail. Il faut changer peut-être les pratiques managériales. De moins en moins top-down, de plus en plus dans un management dit de la bienveillance. Alors, il y a différentes terminologies. Le management dit 2.0, 3.0, certains diront jusqu'à l'entreprise libérée. OK. En clair, plus d'empathie, plus d'écoute, moins d'autocratie. Et vous verrez que vos collaborateurs se réveilleront, seront plus à l'aise et donneront le meilleur d'eux-mêmes. Même chose, de plus en plus, on dit qu'il faut qu'il y ait du feedback. Et c'est vrai. Des grandes entreprises, je crois que le premier à faire ça, c'est General Electric, a abandonné le principe des entretiens annuels, biannuels. Ils ont trouvé ça très réducteur. Et on faisait un entretien, on mettait ça tout ça dans un formulaire, puis on n'en faisait rien jusqu'à l'entretien suivant. Voilà. On est tous des humains. Et on fonctionne sur un système on fonctionne beaucoup mieux sur un système positif que négatif. Si vous dites à vos collaborateurs toujours, ouais, bon, enfin, vous ne faites que des feedbacks, on va dire négatifs, en clair, des recadrages, c'est-à-dire vous n'interagissez vis-à-vis de vous que quand ça va mal. Ok, ça va mal, je suis en mode défensif, donc globalement, je fais le minimum et je m'assure de ça. Si on fait des feedbacks positifs, si on autorise le collaborateur à lui-même apporter des feedbacks, comme dans un réseau social, où là, la relation avec son management
sera plus équilibré. Moi, je suis collaborateur. Regarde. Moi, collaborateur, regarde tous les feedbacks positifs que j'ai à t'apporter, toi, manager. Relation plus équilibrée. Donc, les feedbacks en continu sont importants. Mais pas le feedback un peu épée de Damoclès qui tombe à chaque fois que je fais quelque chose, mais un feedback collaboratif. Le collaborateur en apporte, le manager en apporte, et on en parle. En clair, on passe dans un système de partage, de collaboration, de participatif, où on raisonne par la confiance, puis après, ok, on fait confiance, on fait des tests. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, on passe à autre chose. On n'est pas dans des effets de tunnel. Voilà. Donc, au lieu de changer le salarié, changer l'environnement, vous verrez que le salarié s'engagera plus. D'une manière plus générale, donc là, c'est une étude faite par Office Vibe qui reprend les éléments que je vous ai dit, mais qui sont à réfléchir. Alors, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, donc je vais le dire dans l'ordre. Il faut savoir qu'un collaborateur, c'est ce qui est dit, hein, ça ne vient pas de moi, même si je peux le comprendre. Un collaborateur, il ne quitte pas une entreprise à cause de l'entreprise. Avant tout, il quitte une entreprise à cause de son management. En clair, s'il ne comprend pas ce qu'on lui demande, forcément, soit il se met, je le répète, en mode défensif, il exécute, mais en tout cas, il ne participe pas à l'éclosion. Et le schéma ultime, c'est je ne m'y retrouve pas, je change. C'est un peu comme ça que zappent les jeunes, c'est je ne me retrouve pas dans la mission, je ne me retrouve pas dans mon management, ok, très bien, il y a un monde ailleurs, je m'en vais. Donc, la relation à son management est super importante. C'est là où j'en reviens à la culture managériale, peut-être qu'il faut changer et faire évoluer. L'autre chose qui favorise cet engagement, c'est un collaborateur, il a besoin pas de faire que sa tâche, exécution, mais il a besoin de comprendre le sens de ce qu'on lui demande. On n'est plus dans l'usine Ford avec son taylorisme abouti, où chacun, on décompose le truc et on te dit, toi, tu serres le boulon en bas à gauche, point bas, réfléchis pas. Tu vois la voiture arriver, tu réfléchis pas, tu serres le boulon. Non. Un collaborateur, il a besoin de se projeter. On me demande de faire ça. Pourquoi? Quel sens? Où est-ce que l'entreprise veut aller et en quoi j'y contribue? Voilà. Donner du sens, c'est pas dire ouais, votre entreprise est protectrice de l'environnement, ça c'est important, c'est marque employeur, c'est ce que vous voulez. Non, donner du sens, c'est en quoi les missions et les objectifs qu'on fixe contribuent à quelque chose qui fait sens. Et est-ce que tout le monde est aligné? Voilà, ça c'est important. S'il y a du sens, il y a de l'engagement. Après, l'autre critère, alors qui paraît très évident, mais le monde est fait d'évidences non dites. Le collectif, quoi. Et là, bon, j'aime bien l'image sportive. Après, vous pouvez prendre d'autres images. Hein. Mais quoi qu'on fasse, je pense que ça marche toujours. Qu'est-ce qui compte le plus? 3 stars dans une équipe de foot qui joue pour elle-même, ou moins de stars et un collectif qui sait se faire des passes. Donc, le collaboratif devient de plus en plus important. C'est vrai que il faut que la notion de soft skill, d'empathie, devienne de plus en plus important. Que si les gens ont une empathie vis-à-vis des autres, je comprends le job de l'autre, je me mets à sa place, forcément l'interaction elle est plus positive et on va mieux se comprendre. Si je me mets jamais à la place de l'autre, ok, hop, dans ce cas-là, c'est des individualités dans un open space avec des écouteurs. Ça ne matche pas. Donc, l'engagement collectif, la relation avec ses collègues favorise l'engagement individuel et donc démultiplie l'engagement collectif. Autre point, la reconnaissance, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est ce que j'ai dit, la reconnaissance, pas une fois par an, pas formalisée dans un document soit papier ou formalisée avec des outils de gestion des ressources humaines modernes, en self-service portail, mais qui revient ni plus ni moins qu'à remplacer le papier avec des workflows automatisés. Non, pas cette reconnaissance une fois par an. Non, une vraie reconnaissance en continu. Et pas le feedback continu où c'est le manager qui fait dans un système, j'ai bien aimé ta réunion, j'ai pas aimé ta réunion. Parce que là, c'est épée de Damoclès à chaque fois que je fais quelque chose. Non, un système, ok, tout le monde fait les feedbacks. Et comme je disais tout à l'heure, le collaborateur peut demander des feedbacks.
voilà, à son réseau pour en discuter avec son manager. Voilà. Donc, chacun parle des feedbacks. Entretien plus équitable. Après, il y a effectivement, quand on parle de l'environnement, l'environnement de travail. Ouais, excusez-moi, je me suis perdu dans l'ordre. Donc, l'environnement de travail, il y a deux choses. Il y a le physique, donc le lieu de travail. Et là, dans la période du Covid, ça a été assez intéressant parce que les lieux de travail, ils ont été pas mal benchmarkés, quoi. Voilà. Et c'est vrai que du coup, ça a remis à jour un sujet qui est pas récent, mais qui est le télétravail et le rapport de développement du télétravail. Est-ce qu'on est mieux chez soi pour travailler ou est-ce qu'on est mieux dans un open space pour travailler? Ou est-ce qu'on est mieux dans… Alors, effectivement, les gens qui sont dans la production, de toute façon, le débat se pose pas, hein, donc faut pas les oublier non plus. Hein. Mais le lieu de travail, effectivement, est important aussi. Alors, comment l'aménager, comment en faire un lieu d'engagement du collaborateur et pas juste un lieu de travail, c'est un vrai débat. Et là, il y a peut-être beaucoup de choses à réinventer et des positions qui sont un peu différentes. Quand on écoute la position du DRH de Peugeot, qui a décidé de mettre ses 80 000 cols blancs en télétravail par défaut, et réinventer son lieu de travail avec des espaces de partage, des espaces de coworking, des espaces de collaboratif, pour que les gens, ils s'installent pas dans un open space avec leur micro pour travailler en solitaire. Bon, ça fait réfléchir. Peugeot, hein. Alors, il sait bien, par contre, il sait bien qu'il il y a 120 000 plutôt ouvriers qui travaillent en usine. Et aussi, eux, il faudra réfléchir également. Voilà. Ça, c'est la satisfaction sur le lieu de travail, mais c'est l'environnement de travail physique. Après, il y a également l'environnement de travail non physique, c'est-à-dire comment on partage avec ses pairs, comment on partage avec les autres services, comment on crée une notion d'équité et une notion d'autonomie du collaborateur pour le passer pour qu'il aille au lieu de la simple exécution de ses tâches. Voilà. Après, il y a un autre critère aussi, alors qui est le développement personnel. L'engagement, ok. On vous donne du sens à votre travail, vous retrouvez une logique, ce sens est aligné avec la stratégie de l'entreprise, ok, il n'y a pas d'injonction contradictoire, très bien, vous vous projetez. Ça, c'est une chose. Par contre, il faut que le contrat social soit équitable. Je ne suis pas en train de vous faire une carte syndicale, etc. N'empêche, si vous voulez que ça soit gagnant-gagnant, il faut que le contrat social soit équitable. Et finalement, dans le monde très mouvant dans lequel on vit, on sait tous, mais c'est pas nouveau, hein, qu'on fera pas toute sa carrière dans la même entreprise. Quelle partie du contrat je peux donner à mon collaborateur? Je peux pas lui dire, je te promets, c'est fini, une employabilité à vie. Je peux pas, un emploi à vie, ça n'existe pas. Par contre, je peux lui dire que la période qu'il fera au sein de mon entreprise, à travers cette période, je m'engage à développer son employabilité. C'est-à-dire qu'entre guillemets, ses savoir-faire sont supérieurs entre le moment où il rentre dans mon entreprise et au moment où il sortira. Ça, je peux peut-être faire ça pour lui. Si je fais ça pour lui, je développe son employabilité parce que je lui ferai vivre des expériences, je développerai une certaine mobilité, je le formerai, je me permettrai des zones de créativité. Mais il y a même des grands acteurs qui donnent du temps de créativité, du temps pour des projets personnels au sein de l'entreprise, parce qu'ils se disent ça participe au développement de la personne, puis on ne sait jamais. Dans un coin, un collaborateur pourrait trouver une bonne idée. Voilà. Je lui mets ça dans la banette. Je ne prends pas un emploi à vie, mais je lui dis pas uniquement tu as un salaire, tu fais ça. Non, je lui dis ok, bien sûr, tu as une tâche à faire. Mais moi, je développe ton employabilité, c'est ma part de contrat social. En contrepartie, vous allez voir un collaborateur qui s'engage, qui est engagé, parce que le contrat est équilibré. Tout ça a un objectif. Un objectif, c'est de… alors après, il peut y avoir d'autres choses, hein, le bien-être, l'expérience collaborateur… Très bien. Et tout ça, après, corrobore au même truc. N'empêche que là où ça peut devenir intéressant, c'est que si on arrive à faire cette transformation,
Donc, rappelez-vous le premier slide. Le premier slide, c'est 11% des collaborateurs en France se disent engagés. Donc, c'est un peu quand même dramatique. Et si on arrive à travailler ça, c'est pas que pour le fun, hein, ça apportera des résultats à l'entreprise. Et c'est surtout que vous aurez des super ambassadeurs. Et les ambassadeurs, non seulement pour attirer d'autres collaborateurs, ok, ça c'est une chose, mais également les ambassadeurs, comme on l'a dit tout à l'heure dans le cadre de la symétrie des intentions, des ambassadeurs auprès de vos clients. Les premiers sponsors publicitaires, je sais pas comment dire, de votre entreprise, ça sera vos collaborateurs et pas que les commerciaux. Tout le monde sera fier de travailler dans votre entreprise et de promouvoir les produits et les services de votre entreprise. Les ambassadeurs. Quel effet de levier. Tout ça, bien sûr, on est dans un monde, j'ai évoqué tout à l'heure la transformation digitale, très bien. Tout ça, on peut le faire à l'oral, on le peut faire avec des procédures papier, tout ce que vous voulez, mais bon, à un moment donné, il faut un peu d'outillage. Donc tout ça s'accompagne d'outillage. Parce que voilà, les portails RH, du e-learning, ce genre de choses, en plus, en dehors de la partie modernité, on est quand même fier de travailler dans une boîte moderne, ça permet de déployer d'une manière équitable dans tous les recoins de l'entreprise. Donc pour finir, et c'est pas l'objectif, donc je vais pas, on va faire court, mais Talentia, qui sommes-nous? Donc les deux personnes qui ont pris la parole, bon, ils appartiennent à une boîte qui s'appelle Talentia, donc joli nom quand même. Donc Talentia, vous vous doutez bien que nous sommes dans tout ce qui est système de ressources humaines. Alors Talentia a quelques chiffres. Nous, notre on va dire, j'allais dire prendre un terme anglais, notre baseline, c'est nous, on va gérer votre complexité pour que vous puissiez avoir du temps pour déployer simplement des processus efficaces. Donc, comment transformer la complexité RH en simplicité de déploiement? Nous, on prend en compte la complexité, on l'automatise, on la simplifie, et vous déployez vos solutions RH. Alors, Talentia, c'est 430 collaborateurs. Une PME, une ETI qui parle aux ETI. Une ETI qui parle d'autant mieux aux ETI qu'on connaît ce que c'est qu'une ETI parce qu'on la vit par nous-mêmes. Alors, on est une société informatique, ok, donc nous sommes éditeurs de solutions SaaS, puisque aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises demandent que l'éditeur aille beaucoup plus loin qu'une simple mise à disposition d'un software. Certes, on fait les deux, mais aujourd'hui, on pousse énormément le SaaS, qui apporte beaucoup plus de valeur et de simplicité à l'entreprise. Comme tout éditeur, on réinvestit parce que la nouveauté est importante, l'innovation est importante. Donc, 15% de nos revenus sont réinvestis en R&D. Une PME, une belle ETI, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Bon, excusez-moi, j'ai pas mis à jour le saldo 2019. Et on a eu une croissance. 3600 clients en Europe, parce que même si notre ADN, c'est une société française, ok, qui initialement a été créée à Marseille, donc une belle région française, globalement, on a su investir l'Europe, parce que l'Europe, c'est quelque chose de beau. Et il faut savoir que notre périmètre, là on parle beaucoup de la RH, mais on gère les deux branches. Suite RH d'un côté, aussi bien, on verra tout à l'heure le scope, également suite finance. Donc on sait gérer cette ambivalence. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé du capital d'une entreprise, parce que on a les outils pour les trucs, les chiffres, le capital financier, mais nous, on a également une ADN humaine, avec le capital humain qu'on voudrait mesurer sur la partie qualitative. Sur la suite RH, et je m'arrêterai là, voilà. Alors, vous avez quelques écrans, parce que quand on parlait d'expérience client, d'expérience collaborateur, il y a une expérience tout court qui est importante dans les systèmes d'information, c'est l'expérience utilisateur. Donc, vous voyez quelques écrans de nos solutions. Bon, elles parlent d'eux-mêmes. Alors, nous, on couvre l'ensemble du scope, c'est-à-dire autour d'une connaissance du collaborateur, qu'on appelle le co-RH. Je vous disais tout à l'heure l'importance de la data. Si vous voulez faire du marketing RH, il faut avoir des données assez fines sur le collaborateur. Comme ça, les processus RH que vous allez déployer, ils parleront à lui et pas à un groupe informel. D'où l'importance de cette data centrée sur le co-RH. Et après, on a le côté
administratif, paye, etc. Et puis toute la partie RH. On va passer aux questions, le temps que Thierry retrouve sa voix. Si vous voulez bien les poser sur le chat. J'ai vu une question déjà. Alors, qui est, on pourrait mettre l'équipe de direction à la place du premier point d'interrogation qui rebouclerait sur les clients du coup. Je pense que vous faisiez référence à la slide sur la symétrie des attentions. Donc, effectivement, alors, AS, je suis désolée, je n'ai pas votre prénom. Demande est-ce qu'on pourrait mettre à la place de point d'interrogation au début de cette slide la direction? C'est un beau débat, c'est une bonne proposition. Excusez-moi, je vais fermer mon micro. C'est une bonne proposition. Je la soumets éventuellement à un sondage. Et après, je vous laisserai aller voir votre direction pour voir s'il s'occupe bien de vous. Si vous avez d'autres questions, Thierry est encore un peu à disposition. J'en vois pas d'autres. Merci. Très intéressant ce webinaire. Merci à Alex. Rita, oui, bien sûr, vous aurez la présentation qui sera envoyée à l'issue du webinaire. Catherine, propose un petit peu, Thierry. Merci. Merci de votre bienveillance, qui est un bon critère de management. Donc voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va peut-être se quitter là. Comme je le disais, on vous enverra la présentation par mail n'hésitez pas à noter cette présentation. C'est toujours… Attendez, j'ai une petite question de Reda. Quel rôle de la marque employeur dans la dynamique d'engagement des collaborateurs? Alors, oui, elle est importante. Enfin, le rôle. Vous avez compris que j'ai une approche peut-être des fois un peu provocante. Pas provocante, pour aller façon de parler. C'est toujours la même chose. Tout à l'heure, quand j'emploie même les mots d'expérience collaborateur, d'expérience client, d'expérience, etc. Parce que c'est des mots effectivement à la mode. Évidemment, un mot à la mode. Ce qui est un peu embêtant dans les mots à la mode, c'est que des fois, on reste vernis, on oublie le fond. Déployer d'ailleurs, bien sûr, parce que c'est une manière de communiquer, une manière de se reconnaître, une manière d'exposer ses valeurs. Donc, et à un moment donné, vous voulez embarquer les gens, embarquer les talents externes, et même ne serait-ce qu'embarquer vos collaborateurs, il faut que vous exposiez vos valeurs, il faut que vous exposiez le sens. Donc la communication est effectivement importante. Et cette notion de marque employeur qui peut donner qui peut définir peut-être une stratégie d'entreprise, mais qui ne soit pas que des chiffres, soit une trajectoire des faits équitables, une marque employeur qui peut remettre l'entreprise au sein de son écosystème, son éco tout court, dans son éco-sociétal. Bien sûr, ça participe. Par contre, attention, ma marotte, c'est la communication, c'est bien si elle repose sur les faits que le collaborateur peut constater en interne. Parce que si la marque employeur, si les faits sont dissociés de ce qui est affiché, voilà, ok, très bien, c'est la pub, mais vous aurez zéro engagement. On a une autre question de Christelle qui demande, pouvez-vous nous donner des exemples pour améliorer la connaissance des collaborateurs? Alors, je ne sais pas si je vais répondre tout à fait à votre question, mais souvent, les collaborateurs en interne, on les connaît comment? On les connaît parce que dans son système d'information, il se trouve que on a rentré son CV et encore pas toujours. On a créé souvent dans le système d'information des collaborateurs d'une manière très 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 administrative. Et puis globalement, on a son historique de formation, et les formations qu'on lui a fait suivre, pas les formations que lui a suivies par ailleurs, parce que ça peut arriver. Et également, on le connaît parce qu'on a mis en place des entretiens d'évaluation, souvent très 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 orientés sur la performance et les objectifs, beaucoup moins orientés sur ses compétences, développer les compétences. Mais quoi qu'il arrive, on le connaît parce qu'il est dans l'entreprise. Et c'est pour ça, à mon sens, que la mobilité elle a du mal à démarrer. Parce que tellement un collaborateur, allez, je prends un exemple simple que tout le monde peut comprendre. Il est commercial.
Bon, c'est un bon commercial, un mauvais commercial, un moyen commercial, on voit ça par son niveau de performance. Le prisme de connaissance de ce collaborateur, il est à travers quoi? Bah, ses résultats commerciaux et son aptitude à faire du commerce. Mais peut-être qu'il a d'autres savoir-faire, savoir-être, peut-être qu'il a une formation que tout le monde a oubliée, qui pourrait être utilisée pour le faire bouger ailleurs et faire autre chose. Donc, on a du mal à projeter un collaborateur sur un parcours. Il y a très peu d'entreprises, encore moins d'ETI, parce qu'il faut des moyens humains, des parcours originaux. Et quand on capte un collaborateur, mais pas sur les informations internes à l'entreprise, mais les informations externes à l'entreprise. Notamment, il y a des, alors c'est connu, enfin je sais pas si c'est connu, mais il y a des startups qui se sont lancées là-dedans. Il y a Clustry, il y a Tedo, qui se sont spécialisés dans, excusez-moi l'expression, aller sniffer l'empreinte digitale des collaborateurs. Alors, on peut trouver ça olé olé parce que c'est limite espionnage. Et à la limite, si vous communiquez sur le web parce que vous avez un profil Facebook, un profil LinkedIn, un profil et que vous avez fait des publications qu'on est capable d'aller voir sur le web. Donc, ces sociétés sniffent toute votre empreinte web et après, on tire la subscientifique moelle pour voir les expériences. Et souvent, c'est hallucinant, c'est plus riche et le collaborateur est vu d'une manière différente que comment on le connaît au sein de l'entreprise. Donc, c'est un peu un paradoxe. Il y a plus de données de connaissances du collaborateur à l'extérieur de l'entreprise qu'à l'intérieur. Donc voilà, oui, il faut aller voir le collaborateur à l'extérieur. Et il y a des outils pour. Je vous en ai donné 2. Et puis bon, maintenant ça se démocratise dans d'autres outils aussi. Et ces informations, on peut une fois qu'ils sont sniffés, on peut les réintégrer dans un système moderne. Alors, je ne vais pas faire la pub de notre système. Mais tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait un core RH, c'était le cœur de tout le dispositif. Maintenant, ce core RH, on peut l'alimenter de différentes manières, avec des processus internes, mais également des données qui viennent de l'extérieur. Donc oui, allez sniffer les données de vos collaborateurs à l'extérieur. Mais on ne l'arrête pas, c'est un passionné, on a du mal à l'arrêter. Effectivement, ce webinaire qui devait durer 30 minutes, il dure plus de 50 minutes. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, donc Christelle, te remercie pour ta réponse. On va vous souhaiter une bonne après-midi. Merci à tous d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Et n'hésitez pas donc à nous faire vos retours. Je vous enverrai un petit mail avec, comme je le disais, la présentation. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce que vient de nous présenter Thierry. Je vous laisse aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. À bientôt.